Bienvenue sur LCI, on se retrouve comme chaque semaine pour le Point des idées avec Étienne Jarnel, le directeur du Point. Bonjour Étienne. Bonjour Sonia, bonjour, bienvenue dans le Point des idées. Il paraît que penser c'est bon pour la santé, alors c'est parti. Et notre invitée cette semaine n'est pas particulièrement connue pour être une spécialiste de la langue de bois ou de l'eau tiède. Bienvenue Fathia Agag-Boudjala. Merci de m'avoir invité. Bonjour, vous publiez les Nostalgériades, Nostalgie, Algérie, Jérémiade aux éditions du Cerf, entre l'essai politique et le récit autobiographique. Vous revenez sur votre enfance de fille d'immigrés algériens dans une famille de 8 enfants et vous pourfendez le discours victimaire en vogue chez les nouveaux militants identitaires, indigénistes et néo-féministes, comme on les appelle désormais. Écrivez-vous, le seul statut reconnu et valorisé, c'est celui de victime. Il faut prouver que l'on est victime de tout et tout le temps. Vous refusez d'être une victime. Tout à fait, et ça ne m'empêche pas d'être lucide par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer, mais je garde une lecture de lutte des classes, une lecture sociale, économique et sociale, et ça ne m'empêche pas de me dire, voilà, j'ai eu un vécu difficile, comme dans ma famille, comme à peu près tous les enfants d'immigrés maghrébins qui venaient pour travailler. Et pourtant, je n'en tire pas les mêmes conclusions, je n'en tire pas les mêmes accusations contre la France que celles dont nous, vraiment, on nous bassine maintenant, tout partout, tout le temps. Mais alors, vous êtes de gauche, vous avez d'ailleurs participé à une campagne électorale, celle de Jean-Pierre Chevènement, qui était à votre place il y a très peu de temps. Comment est-ce que vous expliquez que vous êtes en butte, ou vous êtes en tout cas sévèrement critiqué, ou voire ignoré par une grande partie de la gauche? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille politique particulièrement? Je pense qu'il y a énormément de personnes issues du milieu bourgeois et qui devaient essayer de rester dans le terrain moral de la gauche, parce que c'est le bien, voyez. Et en même temps, qui étaient un peu complexés par leur réussite sociale et leur privilège de classe. Donc, ils n'arrivaient plus à communiquer avec les prolétaires, les ouvriers, ils ne les fréquentent pas, et les gens du quartier. Et donc, cette gauche-là, dans laquelle je ne me reconnais plus, s'est gâtée en espèce de gauchisme bobo, libertaire. Et comme ils ne savent plus parler aux gens des quartiers, ils se sont mis à parler de la Palestine à la place. Voilà. Donc moi, la gauche que je représente, la gauche républicaine, universaliste, celle qui émancipe, elle existe encore. Et je pense qu'elle est majoritaire dans le peuple. Par contre, dans les médias ou dans les universités, on a ce gauchisme bête qui se développe. Vous parlez beaucoup d'islam dans votre livre. Vous parlez d'omniprésence et d'obsession pour une religion qui absorbe l'identité et d'une génération qui donne des leçons en fait, d'orthodoxie religieuse à ses aînés. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais, paradoxalement, c'est une réussite de la République. Voilà. Moi, mes parents, ma mère a été mariée avant d'aller au collège, voilà. Donc, ils n'étaient pas spécialement lettrés. Par contre, nous, leurs enfants, nous avons tous été scolarisés. Donc, on avait une appétence plus forte intellectuelle. Donc, on a commencé à lire des choses sur la religion ou sur autre chose, et on est devenus des experts. Là où nos parents avaient une pratique culturelle de l'islam, nous, on avait une pratique experte. Et ça nous a rendus extrêmement arrogants vis-à-vis de nos parents, jusqu'à des enfants qui donnent des leçons d'islam à leurs parents. Et on entend ça. L'islam de nos parents serait un islam d'illettrés, d'analphabètes, de faibles et de dominés par les Français. C'est l'islam qui tuait pas. C'est l'islam qui était joyeux. C'est pas l'islam qui commet des attentats et qui en vient à discuter, à attaquer une marque d'eau qui a osé faire la pub pour nous inciter à nous hydrater le premier jour du Ramadan. Vous parlez de la polémique de la semaine sur Twitter avec la marque Evian qui a dû s'excuser après avoir publié Pas qui a dû s'excuser, qui a fait le choix de s'aplatir. Voilà, personne ne lui demandait. Et c'est ça l'obséquiosité. C'est qu'en fait, vous prenez les devants. Vous faites des choses qu'on ne vous demande même pas de faire. Il suffisait de passer à autre chose. Est-ce que toutes les enseignes de magasins, est-ce que tout va fermer parce que c'est le Ramadan? On n'est pas dans un pays islamique. C'est complètement ridicule. Mais cette obséquiosité-là, c'est ça qui est le plus ridicule dans cette histoire. Et vous la sentez vraiment se diffuser chez les jeunes? Vous êtes professeur dans un collège de Toulouse, classé en REP, professeur d'histoire-géographie. Vous êtes au contact, au quotidien, avec des jeunes de 6e et de 3e. Et vous sentez cet islam orthodoxe qui les gagne? Je sens un islam revendicatif,
Parce que orthodoxe, j'ai des élèves qui me disent oui, il faut porter le foulard et j'espère qu'un jour j'aurai la force de le porter. Voilà. Donc ils ne sont pas encore dans cette phase-là. Mais ils sont sans cesse culpabilisés et puis ils subissent sans cesse des injonctions. Ils vont vous dire... Par qui ? Par les pairs PAIRS, par le quartier, par les chaînes médias, par les youtubeurs. Il faut regarder le succès des influenceurs islamistes. Mais je le vois aussi chez mes neveux et nièces. Quand ma nièce de 4 ans me fait la liste de tous ceux qui iront en enfer, les gens qui portent des tatouages... Quand je lui ai montré le mien, elle était bien désolée pour le sort qui m'attendait. Les moustiques, voilà. C'est des choses, c'est des parents qui ont envoyé leurs enfants à la mosquée avec sans doute de bonnes raisons, des raisons légitimes, voilà, en se disant que leurs enfants allaient apprendre l'arabe. Ce qui est bizarre, c'est qu'il fallait porter le foulard pour les filles pour apprendre l'arabe. Voilà. Résultat, ils ont créé une génération de gamins qui, contrairement à nous, n'a pas du tout le souvenir d'une époque où on n'était pas aussi intransigeant ou aussi littéraliste. Ce qui me gêne parmi les élèves, c'est qu'à tout bout de champ, comme simple ponctuation, ça va être Wallah, Bismillah, voilà. C'est-à-dire c'est permanent. À tel point que j'avais un élève, j'étais persuadée qu'il venait d'arriver d'Algérie depuis 2 ou 3 semaines parce que il avait un accent et puis il comprenait pas très bien. Mais en fait, il était né en France. Voilà. C'est-à-dire qu'on empêche l'enracinement et que des gamins se retrouvent à parler comme nos pères parlaient, comme les vieux Chibénis parlaient, alors qu'ils sont nés ici, de parents nés aussi ici. Et vous dites aussi que c'est une génération qui est remplie de contradictions. Vous citez notamment un sociologue, Ali Al-Wardi. Si on laissait aux Arabes le choix entre un État laïque et un État religieux, ils voteraient pour l'État religieux et iraient vivre dans l'État laïque. Ça veut dire quoi, ça ? Vous savez, c'est comme les sondages. Moi, je critique beaucoup ces sondages qui alarment, disant 32 ou 40 ou 50% des musulmans seraient pour l'établissement de la charia en France. Ouais, pas de souci. Vous les interrogez comme musulmans, donc ils vous répondent comme musulmans, et ils accomplissent un acte de foi facile, hein, c'est un mini pèlerinage à la Mecque en vous affirmant le truc qu'ils estiment le plus orthodoxe religieusement. Mais si vous leur dites, on commence dans les prisons, et la charia, c'est on coupe la main à ceux qui volent. Je peux vous dire que là, ils sont plus du tout pour l'établissement de la charia. Donc voilà, c'est des gamins qui parlent tout le temps de spiritualité, mais qui sont noyés de consumérisme, obsédés par le consumérisme, la consommation. C'est des gens qui vont vous parler à tout bout de champ du paradis, de l'enfer. Le tout le monde en reste à la consommation et pas dans cette prétention spirituelle et religieuse. C'est plus rare, ouais. Ah, mais cette obsession du paradis et de l'enfer qui fait que cette vie, finalement, elle compte pas tant que ça. Ça relativise la vie de maintenant. Et comment vous voulez après que les gamins se projettent si on leur dit tout le temps qu'en fait, cette vie... c'est Kamel Daoud qui disait ça. Il disait qu'ils avaient installé dans leur esprit des tentes de bédouins. Voilà, un habitat temporaire. Alors vous parlez de cette génération d'enfants d'immigrés qui se sentent davantage algériens ou marocains que français, qui expriment une nostalgie d'un pays qui, dites-vous, pourtant, ils ne le connaissent pas. Ils vont y aller une fois ou 2 ou 3 par an et ils entretiennent vraiment un rapport fantasmé au point de croire... Pour certains, vous racontez cette anecdote que l'eau et l'électricité, ils sont gratuits là-bas. Et cet élève qui m'avait dit ça en 6e, je l'ai maintenant en 3e, donc il s'en souvient. Imad Chefar, d'ailleurs je vais le saluer, je ne sais pas où est la caméra. Là-bas. Imad Chefar, il m'a fait promettre de le saluer. Il y en a vu l'autre ici aussi. Il m'a fait promettre de le saluer et il m'a reproché de ne pas avoir mis son nom dans le livre. Voilà. Et donc j'ai appelé ma mère en direct en lui disant, est-ce que c'est vrai que c'est gratuit ? Et donc elle s'était mise à lui dire, quoi ? Comment il a pu dire ça ? Dis-moi où il habite, dans quel quartier ? Il a un puits, c'est pour ça. Et donc tout le monde avait rigolé. Le lendemain, il est allé voir ses parents. Ses parents lui avaient dit que non, c'était pas gratuit. Mais c'est une élève aussi à qui j'ai dû apprendre qu'en Algérie, il faisait froid l'hiver. Il y a même de la neige dans l'arrière-pays. Elle me disait non. Parce que pour eux, l'Algérie, c'est l'éternel été. C'est le mois de juillet et août. Et c'est les vacances avec le pouvoir d'achat européen. Et j'en veux beaucoup à leurs parents parce qu'ils ne leur disent pas que leur qualité de vie là-bas, elle est due au différentiel de pouvoir d'achat. Ils savent pas. Moi, mon père a attrapé une maladie nosocomiale terrible en Algérie. Dans les hôpitaux publics en Algérie, c'est à la famille de laver le patient, de le changer, de changer le lit, de nettoyer la salle, d'apporter à manger et de donner des pots de vin aux médecins pour récupérer les médicaments auxquels ils ont droit. C'est ça aussi l'Algérie. Donc vous dites qu'ils n'ont aucune conscience réelle de la réalité politique, sociale. Absolument aucune. Et en plus, avec ces avions low cost, nous, quand on était petits, c'était très cher d'aller en Algérie. Donc on a accumulé des biens pour
remplir la maison là-bas, et puis pour vendre, et puis pour offrir des cadeaux. Donc on y allait une fois tous les 2 ans. Il fallait déplacer 10 personnes quand même. Et là, avec les low cost, en fait, les gens y vont 2-3 fois par an. Et donc, il n'y a plus finalement cette rupture qui permettait de se sentir vraiment d'un endroit. Mais j'en parle souvent avec une élève Sherazade, à qui je dédie mon livre, qui est maintenant en terminale, et qui me dit, elle m'a envoyé un texto en me disant, mais c'est quoi là au Sénat? Pourquoi ils veulent interdire le drapeau algérien? Qu'est-ce qu'ils ont à être obsédés? Je leur dis, mais pourquoi il faut toujours vous arracher, y compris en cours, le fait que vous êtes français? C'est toujours du bout de la langue. Et moi, je leur dis, non, vous êtes nés ici. Donc vous êtes français, vous êtes franco-algérien, franco-marocain, franco-tunisien, mais vous n'êtes pas que algérien. Si vous aimez l'un, vous devez aimer l'autre, ou à tout le moins le respecter. Pourquoi toujours ce choix de l'autre pays? Et ça, les élèves, quand on arrive à leur faire réfléchir à ça, et quand on leur fait comprendre que non, le sentiment d'appartenance ne peut pas se réduire... Mais parce que c'est un gros travail que je mène, et parce que sans doute avec ma tête, je suis un peu plus crédible, et que ça me tient plus à cœur que certains de mes collègues, ça c'est sûr. C'est extrêmement important de leur faire dire, quand même, quand ils me disent je suis algérien, je suis marocain, je fais vous faites plaisir à Le Pen, c'est bien, vous faites plaisir à l'extrême droite. Ils passent leur temps à dire que vous n'êtes pas français, et vous leur dites oui, je suis pas français. Non, prenez le slogan du Front National et faites le vôtre. Vous êtes ici chez vous, et si vous êtes ici chez vous, c'est pas simplement un guichet de service. Et je peux vous dire que les élèves comprennent, mais ils ne verbalisent pas. Et c'est comme la psychanalyse, il faut leur faire verbaliser, oui, j'aime la France. Et pas simplement parce qu'il y a la sécu. J'aime la France parce que je suis français. Et je leur dis souvent que leur insolence, leur grande bouche, là, quand ils nous répondent à nous les profs, elle n'est pas algérienne, elle est bien française. Et on entend beaucoup que ces enfants se sentent mal aimés de la France. Mais vous dites aussi c'est la faute de l'école parce qu'on ne leur a pas appris à aimer la France. Écoutez, quand je récupère, c'est pour ça que moi j'aime énormément prendre les 6e. Je dis souvent à mes élèves de 6e, l'idéal ce serait qu'on vous donne le droit de vote à vous, puis on vous le retire en 4e et on ne le donne pas aux adultes. Voilà. 6e, 5e ont le droit de vote parce qu'ils sont, j'aime ce mot arabe, hannin, c'est-à-dire vraiment très gentils, très justes, très droits, généreux. Ils sont très bons. Mais là, il n'y en a pas un qui me tient le discours « la France est méchante ». En 3e, ils me tiennent ce discours-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ? Il s'est passé que j'ai des collègues mal avisés, sans doute, qui leur disent que la gauche, c'est les gentils, la droite, c'est la méchante, que la France est raciste, que tout va mal, qui sont dans des quartiers. Il y a des enseignants d'extrême gauche qui ont milité pour s'opposer à la fermeture d'un collège ghetto ethnique, social, et un collège moche. Ils s'y sont opposés en disant que c'était de l'apartheid et de la violence sociale que de mettre les enfants de ce collège dans les meilleurs collèges de Toulouse. Le conseil départemental de Haute-Garonne, présidé par Georges Méric, ils ont mené une politique extraordinaire. On a le recul. Ça fait 4 ans que ces gamins ont été placés. 2 ou 3 par classe, dans différents collèges, avec un système d'écluses, des cours supplémentaires. Leurs résultats sont les mêmes que ceux des gamins qui étaient scolarisés. Donc ça fonctionne. Mais non, vous allez leur dire, vous allez avoir des gens, des associations. C'est ce qu'on a vu à Poitiers, quand les gens ont attaqué Billon-Tête, la secrétaire d'État. Vous avez des collègues qui vont leur tenir ce discours, et moi je dis, ils les entretiennent dans un ressentiment qui n'était pas naturel. C'est de l'assignation à résidence ? C'est de l'assignation à résidence identitaire, puis c'est de l'assignation à résidence. C'est-à-dire que le collège, les gens, c'était en bas d'un immeuble. Mais non, la mobilité, c'est un capital social. J'ai un élève qui avait refusé une orientation qui lui plaisait parce que ça l'obligeait à prendre le bus une demi-heure. Non, il faut que ce soit inculqué. Et moi, je dis une chose à mes collègues, je leur dis, c'est simple, si ce collège est fantastique, mettez-y vos enfants. Vous y êtes jusqu'à 16h, 16h, vous barrez dans les beaux quartiers. Voilà. Moi, je demande qu'on traite ces gamins-là comme les profs traitent leurs enfants, c'est-à-dire de manière extrêmement ambitieuse. Alors, l'un de vos grands sujets, c'est aussi le féminisme, que vous aviez déjà traité dans un livre qui s'appelle « Le grand détournement » il y a quelques années. Et sur la question du voile, vous en voulez beaucoup aux néo-féministes et aux féministes que vous qualifiez de bourgeoises, qui défendent la liberté des femmes de le porter ou non. Et pour vous, c'est une forme de mépris de classe ? Ah, mais c'est un mépris de classe. Je consacre quelques pages à Leïla Slimani, justement, par rapport à ça. Mais c'est aussi pire, c'est de la condescendance coloniale. C'est-à-dire vraiment... Pour moi, je veux un haut niveau de dignité, d'égalité femmes-hommes. Et puis, je vais traquer le patriarcat dans l'écriture. Je veux l'écriture inclusive. Et puis, je vais tout dénoncer. Mais attention, pour cette femme qui ne me ressemble pas, à elle, l'obsession de la virginité, à elle, la pudeur, à elle, le certificat de virginité. Parce qu'on en est quand même là en France. À elle, la polygamie.
C'est-à-dire tout ce que moi je refuse pour moi ou ma famille parce que c'est dégradant et patriarcal, ben, je vais l'accepter pour les autres parce que vous comprenez, dans leur cas, ben, c'est leur culture, c'est bon pour ce qu'elles sont. Donc moi qui suis née en France, ben, je devrais m'astreindre à des principes moyenâgeux alors que je suis née dans le même pays que vous juste parce que j'ai pas votre couleur. Non, si c'est pas bon pour ces bourgeois, c'est pas bon pour moi non plus. Mais et vous dites que c'est pas du tout une liberté? Ça peut pas être une liberté quand même de porter le voile? Ah, on va être très clair, ce n'est absolument pas une liberté. Pourquoi? Ce qui est une liberté, c'est ce que l'État de droit français impose. Les gens qui vous disent « Ah, mais regardez, les femmes voilées, elles ont le permis de conduire. » Ouais, ben, c'est pas grâce à l'islam, hein. C'est pas grâce au voile. C'est parce que l'État interdit les discriminations sexuelles. Ah, les femmes voilées, regardez, elles peuvent travailler. Ben, encore heureux. Mais à cause de quoi? Moi, mais c'est une question très simple. En Iran, le voile est imposé. En France, on peut se voiler ou pas. Mais dites-moi en quoi il change de sens. En quoi il change de sens selon qu'il est porté volontairement ou pas. Ceci n'est pas un organe génital. Ça me semble d'une évidence complètement simple. Et j'étais dans une émission, d'ailleurs sur ce plateau, avec Romain Goupil et un journaliste de France Inter, sur les sorties scolaires. Et ils me disaient, les deux, « Ah, mais vous comprenez, vous voulez empêcher les mères voilées de participer aux sorties scolaires, mais c'est leur seule sortie. » Mais c'est quoi cette condescendance? Ces femmes, elles ont le permis, hein, elles ont le passeport, elles vont à Dubaï, elles vont à la plage, elles n'ont pas besoin de vous. Voilà. Mais tous ces avantages-là, ben, ils sont permis par l'État français. L'État occidental, c'est pas permis par une pratique plus ou moins cool de l'islam. Hein. Pour essayer de comprendre ces jeunes filles aujourd'hui qui choisissent, alors on va mettre des guillemets, elles le choisissent, de porter le voile, vous dites qu'il faut mesurer la part d'orgueil et de vanité à être de meilleures musulmanes que les autres. Et vous citez notamment l'exemple d'une nièce. L'exemple d'une nièce et puis surtout l'exemple d'une élève de 3e. J'avais posé la question, alors dans une copie, pourquoi voilà, on avait travaillé longtemps sur la laïcité, le voile, parce que je pars des questionnements des élèves. Et elle m'avait dit qu'elle ne voudrait pas avoir affaire dans un magasin de vêtements à une caissière voilée. Et je lui dis, mais c'est une professionnelle, il va rien se passer, donc où est le problème? Elle me dit, je me sentirais pas libre d'acheter vraiment ce qui me plaît. C'est-à-dire les mini-shorts, c'était une coquette et tout. Je lui dis, mais pourquoi? Elle va rien vous dire. Ouais, mais même, voilà, elle porte le foulard, c'est une bonne musulmane, et moi, je viens avec mon mini-short, ben, je suis pas une bonne musulmane. Et la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour suprême turque disaient ça. Quand vous êtes avec le voilement, en fait, vous essayez de banaliser le fait qu'une vraie musulmane, une musulmane authentique, AOC, AOP, c'est une musulmane voilée, pudique, discrète. Ben, résultat, ça fait passer les autres femmes. Pourquoi? Quand Rokhaya Diallo partage un tweet disant « Les femmes qui se voilent signifient aux hommes que leur corps n'est pas à leur disposition ». Donc moi qui ne suis pas voilée, ça veut dire quoi? Que c'est open bar, que les hommes peuvent se servir de moi? Voilà, ce discours, c'est pas moi qui le tiens, c'est un assaut d'orgueil. Et ça introduit non seulement une hiérarchie entre le bon, le moins bon musulman, mais ça a des conséquences pires. École Lardenne à Toulouse, une petite fille de 4 ans n'a pas été invitée à un goûter d'anniversaire. Les gamins lui ont dit bah, « mais toi, ta maman, c'est pas une vraie maman, elle n'est pas voilée. » Ils n'ont pas dit « c'est pas une vraie musulmane, hein. C'est pas une vraie maman, elle n'est pas voilée. » Parce qu'ils trouvent qu'une femme non voilée, c'est anormal maintenant. Vous dites en somme qu'il manque un volet à MeToo, qu'il y a un patriarcat qu'on ne veut pas voir, c'est ça que votre... Il ne manque pas un volet à MeToo, il manque de la cohérence et du courage aux défendresses de MeToo, aux défendresses occidentales de MeToo. Moi, MeToo, je l'embrasse complètement, je remercie ce mouvement et je dis moi aussi MeToo, voilà. Sauf que moi, j'ai pas trop eu affaire aux droits de cuissage catholiques ou aux juifs. J'ai grandi dans une famille musulmane. Qu'on ne me dise pas que le système arabo-musulman est le seul système exempt de patriarcat, alors que le patriarcat est aussi vieux que le monde. Pour toi, MeToo, pour l'instant, c'est cantonné à libérer la parole de femmes déjà privilégiées, les actrices, les journalistes, et à oublier les autres femmes? Ah, vous savez, moi, ce mot de privilégié, je le supporte pas, parce qu'on est en France, et les privilèges, ça s'abolit. Voilà. Depuis la nuit du 4 août 1789. Donc non, c'est pas un privilège si vous pouvez réussir professionnellement. C'est un droit. Voilà. Donc ce discours de privilège, c'est toujours une façon de mettre en accusation et de culpabiliser. Moi, je veux pas vous culpabiliser et je vous demande pas réparation. Voilà. Ce qui vous arrive, c'est tant mieux pour vous. Vous êtes battu pour le faire. Vous êtes professionnel et je m'en réjouis pour vous. Voilà. Ce que je demande, c'est de la cohérence.
Le patriarcat, il se combat partout, ou il se combat nulle part. Mais qu'on ne nous dise pas qu'on va défendre les certificats de virginité pour protéger les femmes. Ça, c'est un discours qui est insupportable. Comment vous êtes reçu dans le monde des médias parisiens? Vous avez des mots assez durs sur les sociologues dans votre livre. Et les médias, ils vous reçoivent comment? Vous vous sentez comment dans ce monde? Est-ce que vous êtes bien reçu ou est-ce que les gens se méfient un peu de vous? Alors déjà, je suis provinciale. Là, si on devait parler d'un privilège, il faudrait parler du privilège parisien. Voilà. Si vous n'êtes pas à Paris, en fait, c'est très compliqué d'être invité parce qu'on veut des gens du jour pour le lendemain. J'ai été interviewée par une sociologue à Toulouse et à chaque fois que je disais ce que je pensais, puisque c'était un entretien sur ce que je pensais, elle me disait « Non, mais vous avez tort. Mais non, mais c'est pas vrai. » J'ai dû me fâcher. Et en fait, le seul truc qui les intéresse, c'est quand je sors des trucs de ma vie personnelle. C'est-à-dire le côté valise en carton de Linda de Souza. Mais c'est quand même dingue. Ils aiment avoir cette relation thérapeutique aux gens. Dès que j'essaye de m'éloigner de ce côté biographique et que je réclame le droit d'être dans l'analyse, ben, ils estiment que j'empiète sur leur terrain. Et là, vous avez Éric Fassin qui m'a fait virer d'un colloque féministe. Voilà. Vous avez Éric Fassin qui a aussi validé l'expression arabe de service, négresse de maison. Voilà. Moi, je les appelle l'église de sociologie. Parce qu'ils produisent de la norme et pas du sens. En quelques mots, à la fin de l'ouvrage, vous confiez un regret, celui de ne pas parler arabe. Est-ce qu'il faut renforcer l'apprentissage de l'arabe à l'école? Et pourquoi à chaque fois qu'un homme politique en parle, comme l'avait fait Emmanuel Macron l'automne dernier, ça déclenche une telle levée de bouclier? Parce qu'il le fait pour de mauvaises raisons. Voilà, il le fait pour de mauvaises raisons. Quand il vous dit qu'en généralisant l'apprentissage de l'arabe, ça va lutter contre la radicalisation, mais c'est de l'amalgame complètement farfelu, complètement fumeux. Voilà. Moi, l'enseignement de la langue arabe, c'est une langue vivante, pas de souci. Mais je veux qu'on la généralise partout. Je veux pas qu'on la cantonne au quartier. Parce qu'à ce compte-là, je vois pas pourquoi un Turc va prendre langue arabe. Et puis, il faudra mettre du turc. Des Arabes qui prennent langue arabe, c'est pas de l'ouverture culturelle, hein, c'est de l'assignation à résidence. Par contre, les centres-villes où on va faire apprendre l'arabe, ben là, on parlera d'ouverture culturelle. Donc moi, je suis pour que ce soit je suis pour dédramatiser l'arabe. Ça veut dire c'est une langue et c'est rien de plus qu'une langue. C'est pas un véhicule idéologique, c'est pas un véhicule démocratique. Et surtout, je rappellerai une chose, je regrette de ne pas parler l'arabe parce que j'ai été invitée à un colloque féministe en Tunisie. Que je me suis retrouvée un peu bête de parler français et puis d'être traduite, voilà. Mais la langue qu'on parle chez moi, c'est pas l'arabe, c'est l'algérien, c'est même l'oranais. Les sétifiens, déjà, je comprends pas ce qu'ils disent. Voilà. Donc moi, je suis enseignante, pas de souci pour généraliser l'apprentissage de l'arabe. Mais dans mon collège, on a arrêté l'option arabe, il y avait 8 élèves. Voilà. Parce que les gamins pensent que s'ils savent dire Wallah, ils vont avoir 18. Non. C'est très difficile comme langue. Et ils ne sont pas prêts à travailler comme ça. Et vous avez les mosquées qui proposent des cours de langue qui sont en fait des cours de Coran en arabe. Voilà. Donc oui, généralisons la langue arabe, la langue chinoise, la langue turque, pas de souci, mais pas par des profs venus de Tunisie, parce que le ministre Le Drian a signé l'année dernière un accord pour que ce soit des Tunisiens qui viennent enseigner le tunisien, et je cite, avec la culture tunisienne. Je tiens à rappeler que l'enseignement des langues comme ça avait été prévu par une circulaire de l'Europe en 1970, je cite, pour des parents destinés à rentrer chez eux. Oui. Non, on est en France, la France c'est notre pays. Donc il faut avoir une approche vis-à-vis de l'arabe comme vis-à-vis de n'importe quelle langue vivante. Et effectivement, nous sommes nuls en langue vivante, que ce soit l'anglais ou l'arabe. Merci beaucoup, Fathia Agag Boudjalal, d'avoir été avec nous. Les Nostalgériades aux éditions du Cerf. Merci d'être venu nous en parler. On reste ensemble et on se retrouve dans quelques instants. Avec Pierre-Henri Tavoileau. Ça va être excellent.